Économie le max sur i24 News, merci d'être avec nous. Au sommaire aujourd'hui, une candidature qui provoque un certain malaise et pas seulement en Algérie. À 77 ans, dont 15 au pouvoir, Abdelaziz Bouteflika partira favori dans 10 jours pour obtenir un 4e mandat. Le scrutin sera-t-il libre et transparent? Nous ferons le point dans un instant sur un climat socio-économique menaçant. Et puis, autre élection, l'Indonésie et ses 250 millions d'habitants fait partie de ces nouveaux pays émergents qui pourraient bientôt dépasser les BRICS. La 3e démocratie du monde élit cette semaine ses députés sur fond d'inégalité et de précarité grandissante. Analyse et détails dans quelques minutes. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Avant d'y revenir, un tour du monde de l'actualité économique. Le Japon d'abord, où la Banque centrale poursuivra sur sa lancée. C'est à l'unanimité que les membres de la Banque du Japon ont décidé tout à l'heure de maintenir les rachats d'actifs à un rythme annuel compris entre 60 et 70 000 milliards de yens, autour de 450 milliards d'euros. L'objectif reste évidemment de consolider la reprise nippone. Cela fait maintenant 1 an que cette politique monétaire ultra accommodante est appliquée pour tenter de sortir Tokyo d'une déflation chronique. De quoi donner des idées peut-être à la BCE en Europe. La Banque du Japon se félicite par ailleurs de la confiance des milieux d'affaires. On reste au Japon. Une amende salée, 6 milliards de dollars. C'est ce que devra payer le géant pharmaceutique japonais Takeda en dommages et intérêts. Un tribunal américain a tranché hier. Takeda a bien dissimulé des risques de cancer liés à son traitement antidiabète Actos. Manque d'informations auprès des médecins, des patients et au final des tumeurs au niveau de la vessie. Le laboratoire américain Eli Lilly, co-défendeur, devra verser pour sa part 3 milliards de dollars. Actos, le produit en question, réalise à lui seul près de 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. En bref, le fabricant Nokia annonce ce mardi avoir obtenu l'accord des autorités chinoises pour la cession de son activité de téléphone mobile à l'américain Microsoft. Un feu vert qui fait suite à ceux notamment de la justice américaine et de la Commission européenne. La voie est libre du coup pour boucler l'opération ce mois-ci pour environ 7,5 milliards de dollars. L'action du groupe finlandais gagnait d'ailleurs 2,4% à l'ouverture à Helsinki. Allez, l'Europe, à l'heure où l'on évoque de plus en plus l'hypothèse de rachat d'obligations, comme au Japon ou aux États-Unis, pour stimuler l'inflation et la croissance, eh bien, le nouveau tandem de Bercy, Michel Sapin aux finances, Arnaud Montebourg à l'économie, a fait connaissance hier à Berlin avec ses partenaires et homologues allemands. Un discours anti-rigueur et pro-croissance pour Arnaud Montebourg, quand Michel Sapin défendait, lui, le pacte de responsabilité, tout en donnant des gages de sérieux côté budget. C'est donc cet équilibre entre le respect nécessaire des engagements et une croissance supérieure à celle d'aujourd'hui que le pacte de responsabilité en France veut illustrer. Donc toute mesure nouvelle et toute mesure pour faire diminuer notre déficit ne peuvent être que des mesures financées par des économies budgétaires réelles et précises. Et à propos justement du déficit budgétaire de la France, il s'est légèrement contracté en février à 25,7 milliards d'euros contre 27,1 un an plus tôt. Un gage peut-être de crédibilité alors même que Paris, on le sait, veut renégocier avec Bruxelles le rythme de la réduction de ses déficits. En parallèle, la Banque de France a confirmé ce matin qu'elle tablait sur une croissance à 0,2% du PIB au premier trimestre. Et puis un mot d'un nouveau probable feuilleton après l'échec de sa tentative de rachat de SFR. Bouygues pourrait vendre sa filiale Télécom. L'opérateur Free serait prêt à débourser 5 milliards d'euros. Bouygues en demanderait 8 milliards. Autre hypothèse, un rapprochement avec Orange. On parle aussi de contact avec l'espagnol Telefónica pour tenter de faire monter les enchères. L'Algérie, on y vient, et la présidentielle qui est prévue dans moins de 10 jours, le 17 avril. 15 ans maintenant qu'Abdelaziz Bouteflika règne en maître et même invisible, il est donné favori. Pourtant, son bilan socio-économique est discutable. Combien de temps ce pays pourra-t-il se reposer sur ses exportations d'hydrocarbures? Elles assurent encore 70% du budget de l'État, mais elles verrouillent, vous allez le voir, toute perspective d'évolution du système. Anthony Lesme. Très affaibli après une attaque cérébrale, Abdelaziz Bouteflika, 77 ans, se représente pour un 4e mandat présidentiel. Une décision contestée par une partie de la population, notamment la jeunesse. Depuis 2011, l'État a largement subventionné de nouveaux emplois dans la fonction publique et il a fait chuter le taux de chômage à moins de 10%.
Reste que 24% des jeunes sont toujours sans emploi. Si vous regardez les mesures prises récemment par le gouvernement algérien, par le régime FLN après le printemps arabe en 2011, vous vous apercevez qu'ils ont évité la répression. Pour tout remède, ils ont opté pour la carotte et non pour le bâton. Ils ont donc distribué beaucoup d'argent, employé de nombreuses personnes et augmenté les salaires. L'Algérie achète la paix sociale, mais creuse ses déficits. Elle ne résout pas sa dépendance aux hydrocarbures, qui totalisent 97% de ses exportations. Problème, les nouveaux gisements se font de plus en plus rares et annoncent inexorablement la fin de la rente. Conséquence, la Banque mondiale et le FMI demandent une ouverture vers de nouveaux secteurs d'activité. Les décideurs économiques aimeraient que les changements se fassent le plus lentement possible, parce que de cette manière, ils peuvent garder la main sur les affaires, les exportations et les importations dont ils ont la charge. C'est donc un système qui fige toute une société. Malgré une croissance à 3%, la majorité des richesses est confisquée par une minorité. Et la corruption est présente à tous les niveaux. On peut parler de corruption lorsqu'un maire qui doit autoriser et délivrer un projet de logement choisit ses soutiens plutôt que ceux qui en ont besoin. C'est notamment le cas ces derniers temps avec les grands projets de logement lancés par le gouvernement. La corruption atteint un palier supplémentaire lorsqu'on parle des grandes compagnies, celles de l'export et de l'import, qui doivent obtenir une licence du gouvernement, une licence donnée suivant les degrés de relation des uns et des autres. Les élections se tiennent le 17 avril prochain. Le pays, encore traumatisé par la guerre civile dans les années 90, hésite à se soulever. Bouteflika court vers sa réélection et celle d'un système qui prive d'avenir une jeunesse en mal d'horizon. Un héritage compliqué, en tout cas, quelle que soit l'issue des élections. Alors, quelle perspective pour cette économie algérienne? En ligne avec nous depuis Marseille, Jean-Louis Reffers, professeur émérite à l'Université du Sud, président aussi du comité scientifique du FEMIS. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Alors des chiffres d'abord, 97% des recettes en devises, 70% aussi du budget proviennent de ces exportations d'hydrocarbures. C'est là que commencent les problèmes de l'Algérie, selon vous? C'est à la fois un problème et une chance, parce que sans les hydrocarbures, l'Algérie serait très probablement aujourd'hui dans la situation de révolution arabe. C'est-à-dire ça a permis de distribuer des revenus, ça a permis d'augmenter les salaires, ça vous donne un prix d'essence à Alger très très bas qui a l'inconvénient de mettre des voitures partout dans la ville d'Alger. Enfin, si vous voulez, socialement, ça a tenu le coup à peu près. Un peu comme on l'avait vu avant en Tunisie ou en Égypte. La question et que ce système ne va pas pouvoir durer plus de 15 années. Alors cette industrie, pour y revenir, elle est en grande partie obsolète, en déclin même. L'économie, globalement, reste une économie rentière. Comment faire évoluer ce modèle vers davantage de diversification, d'ouverture aussi? Alors la première chose à faire, c'est de changer les comportements, les institutions, supprimer la corruption, permettre le développement du secteur privé, des initiatives, notamment pour la jeunesse. Et on s'aperçoit que l'Algérie a essayé ces dernières années, mais il faut aller plus loin qu'une politique centralisée pour faire ça. Vous avez cité le cas des constructions de logements, il va y avoir 500 000 constructions de logements. On peut dire qu'on en fait 20% qualité environnementale totale, mais après il faut créer les PME, les très petites entreprises qui permettent de fournir la plomberie, l'électricité, etc. Donc il y a très probablement des possibilités financières qui sont encore bonnes, malgré une inflation qui a augmenté, un déficit budgétaire qui est devenu un peu plus important. Mais si le niveau du pétrole, du baril reste le même, l'Algérie a à peu près aucun problème. Alors c'est toujours les questions de ces pays-là. Est-ce qu'ils vont avoir le courage de faire les réformes nécessaires, prolonger l'accord avec l'UE, aller vers un désarmement commercial réciproque? L'Union européenne doit faire un effort sur les projets agricoles, faire des accords d'Agadir, s'entendre avec le Maroc, ou alors est-ce qu'ils vont tomber dans un régime encore plus autoritaire, avec tout dans les mains d'États centralisés? Alors justement, pardonnez-moi. Il faut remarquer quand même que la presse est relativement libre en Algérie, contrairement à la plupart des autres pays. Socialement, on l'a vu, on a le sentiment d'être au-dessus d'une poudrière. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, jouer le rôle de détonateur d'une révolte? Ce seraient des motifs économiques avant tout? La corruption aussi?
Alors là, on est à la merci je ne sais pas si on est tellement à la veille d'une révolte. Je crois que c'est presque plus grave. Il y a un désintérêt complet de la jeunesse vis-à-vis de ce qui se passe, quoi. Ouais. Une espèce de passivité que vous voyez partout, y compris dans les élites. Les élites algériennes sont extrêmement bien formées, elles sont compétentes, mais une fois qu'elles ont identifié les problèmes, on sent bien qu'elles ne peuvent pas parler parce qu'il y a un régime qui domine tout. C'est les accords avec l'armée, les anciens du FLN, etc. Ouais. Peu d'espoir à ce niveau-là. Il y a une espèce de chape de plomb politique Merci. qui a été gérée assez astucieusement parce qu'elle a donné une liberté de la presse un peu plus grande qu'ailleurs. Merci professeur Lefers, je suis obligé de vous interrompre. Merci pour toutes ces explications. Merci à vous encore. Allez, second dossier à présent, et on l'aura compris, c'est la saison des élections. Inde, Algérie, on l'a vu, Afghanistan. On s'intéresse à l'Indonésie, plus grand archipel du monde, plus grand pays musulman en termes de population, et surtout première économie d'Asie du Sud-Est, avec beaucoup de promesses de développement. Malgré tout, le ralentissement chinois et le durcissement monétaire américain se font sentir sur la croissance et affectent aussi le niveau de vie de la population. Johanna Citruc. C'est un scrutin capital. Le 9 avril se dérouleront les élections législatives en Indonésie. 12 partis pour 560 sièges. Les résultats déterminent qui a le droit ou pas de se présenter en juillet pour la présidentielle. Sont requis au moins 20% des sièges ou 25% des votes. Et au cœur de la campagne, les inégalités et le coût de la vie toujours plus élevé. Environ 11% des 240 millions d'Indonésiens vivent sous le seuil de pauvreté. Et les catastrophes naturelles récurrentes, comme les inondations ou les séismes, ne font qu'empirer la situation. Maintenant, c'est difficile pour nous de gagner de l'argent. Le président ne se soucie pas de nous, il ne se soucie jamais des gens, alors même que des catastrophes naturelles entravent nos activités. À Jakarta, le salaire minimum est de 2,4 millions de roupies, environ 213 $ par mois. Et pour ceux qui ne trouvent pas d'emploi, le gouvernement offre des formations professionnelles, mais aussi des aides financières. L'objectif, permettre aux chômeurs de monter leur propre société. Mais les sommes d'argent accordées sont souvent loin d'être suffisantes. Même si le gouvernement nous a donné une formation et un peu d'argent, c'est beaucoup moins que ce que j'ai pu gagner dans le passé. Je dépense cette somme d'argent en seulement une semaine. Le problème, c'est que maintenant, avec tous les diplômés des universités, c'est très difficile pour nous de trouver un travail. D'après les derniers chiffres officiels, le chômage touche un peu plus de 6% de la population active. Quant à la croissance du PIB, elle est passée de 6,23% en 2012 à 5,78% en 2013. Une contraction causée par le ralentissement chinois, mais aussi par la Réserve fédérale des États-Unis qui réduit progressivement son soutien à l'économie américaine et entraîne une fuite des capitaux étrangers de la première économie d'Asie du Sud-Est. Un phénomène qui affecte beaucoup d'économies émergentes, et on passe au Media Watch. La revue de presse Samsung fait la une aujourd'hui. On ne présente plus le géant sud-coréen de l'électronique, mais mauvaise nouvelle, une nouvelle baisse des profits se profile. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors on reste quand même sur de gros chiffres. Oui, d'après les premières estimations, pour les 3 premiers mois de l'année, le numéro 1 mondial des téléphones portables aurait dégagé un profit opérationnel de 8 400 milliards de won, c'est un peu moins de 8 milliards de dollars, et c'est surtout 4,3% de moins que les bénéfices générés l'année dernière à la même période. Et pourtant Samsung a profité d'un joli coup de pub ces derniers jours. Oui, plusieurs selfies, c'est justement avec un Samsung que la présentatrice américaine Ellen DeGeneres avait fait un selfie aux Oscars, selfie qui avait été retweeté près de 3,5 millions de fois. Et la semaine dernière, rebelote, c'est la star du baseball David Ortiz, qui est un joueur de l'équipe de Boston, des Red Sox, qui a fait un selfie avec Barack Obama lors d'une visite à la Maison Blanche. Le problème, c'est que le smartphone utilisé n'était pas un téléphone par hasard, c'était un Samsung, mais c'était donc un véritable coup de publicité. Et le sportif est en fait sponsorisé par Samsung. L'affaire a donc pris beaucoup d'ampleur et la Maison Blanche considère que l'image de Barack Obama a en fait été utilisée pour promouvoir un produit. Elle a donc mis ses avocats sur le coup. On reste sur le sport. Grosse soirée de Ligue des Champions ce mardi avec un nouveau sponsor officiel pour la compétition, c'est Nissan. Oui, à partir de la saison prochaine et pour une durée de 4 ans, le groupe nippon sera le sponsor de la Ligue des Champions. Nissan remplacera donc Ford qui n'a pas voulu renouveler son contrat, un contrat pourtant en vigueur depuis 1992. Et concernant les chiffres, pour l'instant, aucun
aucun détail n'a été officiellement révélé, mais la presse évoque un montant de 75 millions de dollars, c'est environ 55 millions d'euros par saison. Ouais, et puis ça reste des voitures, donc tout va bien pour le foot européen. Le foot français aussi, pour une fois, 750 millions d'euros de droits télé, c'est un record pour la Ligue 1 et la Ligue 2. Oui, 748,5 millions d'euros exactement, c'est le montant des droits que la chaîne de télévision Canal+ versera donc chaque année pour la période 2016-2020 à la Ligue de football professionnel pour diffuser des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. C'est donc un véritable record en France et pourtant, on est encore très loin des droits qui sont versés dans certains pays, notamment en Italie où c'est 960 millions d'euros par an et pire encore en Angleterre où les droits atteignent 1,7 milliard d'euros chaque année. Ouais, donc la France toujours petit poussé des clubs européens. Merci Johanna et à demain. À demain. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie de Mag revient demain sur i24 News. On s'intéressera aux réflexions économiques du Premier ministre israélien. Restez avec nous, l'information continue.